Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo suite du cours sur les fractions. Donc, comme d'habitude, à recopier côté leçon à la suite de ce que vous avez déjà noté la dernière fois pour la dernière vidéo. Les exercices quick correspondants arriveront lundi et le délai sera jusqu'à dimanche prochain. Ceci étant dit, on en reparlera peut-être dans une petite vidéo la semaine prochaine. Je vais peut-être changer mes histoires de délai pour tous les gens qui ont eu des problèmes de connexion, ce que je peux complètement comprendre. Et puis ensuite, pour les vacances qui approchent, j'activerai la fonction différenciation de Quick, qui est vraiment une excellente fonction qui vous proposera automatiquement des exercices en fonction de ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que le site s'adapte à votre profil, disons. Il se personnalise. Voilà, donc commençons la vidéo. Aujourd'hui, on va parler des nombres entiers et des problèmes concrets. Alors d'abord, les nombres entiers, qui sont un cas particulier, puisque... Alors les nombres entiers sont un cas particulier, puisque à l'origine on parlait des fractions dans ce chapitre. Et pourtant, un nombre entier peut toujours être vu comme une fraction. Ça paraît peut-être étonnant au début, mais si vous vous rappelez qu'une fraction est un quotient, eh bien il y a une division qui ne change jamais le nombre divisé, c'est la division par 1. Donc, par exemple, prenons un premier exemple très simple, le nombre entier 7 peut très bien être vu comme la fraction 7 unième, 7 sur 1. Pourquoi? Car 7 divisé par 1, vous constatez que là je choisis la vision des fractions comme quotient, parce que ça m'arrange bien dans ce cas-là. 7 divisé par 1 égale 7. Donc ce que je viens d'écrire est parfaitement valable. Évidemment, cette idée est exactement la même pour n'importe quel nombre entier. Pour la même raison, etc., etc. Donc une fois que j'accepte cette idée, qui peut paraître étrange si je pense à des partages de grandeur, mais on va y revenir dans les exemples. Un nombre entier est une fraction sur 1, ça veut dire que logiquement, les règles que nous avions vues précédemment devraient encore être valables. C'est ce que nous allons vérifier tout de suite. Alors oui, les nouvelles règles sont évidemment valables, je ne vous ai pas fait de blague, même avec des nombres entiers. Alors un premier exemple, 2, le nombre entier, plus 1 quart la fraction. Et vous voyez que j'ai recours à nouveau à l'illustration par les grandeurs. Donc là, j'ai choisi des carrés de 4 carreaux chacun. Pourquoi? Parce que comme j'ai un quart, ça va être très simple. Alors ce 2 est en fait, comme je viens de le dire, 2 sur 1. Mais comment ça se comprend sur le dessin juste en dessous? Sur 1, normalement, le dénominateur vous indique en combien de parts vous découpez votre grandeur. Là, vous découpez en une part, mais découper en une part, ça veut dire en fait ne pas découper. Même mettre un seul coup de couteau sur une pizza, vous avez au moins 2 parts. Bon, si vous voulez une seule part, c'est la pizza entière, donc en fait, vous ne faites rien. Donc pourquoi est-ce que j'ai dessiné 2 carrés? Tout simplement parce que 2 sur 1, c'est en fait 2 unités. C'est 2 carrés que je ne découpe pas. Par contre, l'autre fraction, bien entendu, un quart, elle, je la découpe en 4 et je ne prends qu'une part. Et donc ça veut dire que pour le 2 sur 1, je prends tout. Voilà ce que je cherche à additionner. Alors, on va pas tout recommencer, mais les règles de la vidéo précédente, vous vous rappelez, on essaye d'avoir le même dénominateur. Donc ici, c'est le 1 qu'on va multiplier par 4, donc le 2 aussi, évidemment. Mais qu'est-ce que ça signifie sur le dessin? C'est comme si je redécoupais chaque unité en 4. Mais si je redécoupe chacune des deux unités en 4, combien j'ai de parts au total? 2 fois 4, 8. Et c'est exactement ce qu'on constate sur le calcul. 2 fois 4, 8 sur 1 fois 4, 4. Et 8 quarts plus 1 quart égale 9 quarts. Si je veux le redessiner, je ne vais pas le faire, écoutez, pour gagner du temps, mais je recompte tout simplement que j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parts au total, et ces parts sont toutes des quarts. Deuxième exemple, alors cette fois on ne dessine plus, on essaye d'appliquer directement les règles de calcul.
le nombre entier 3 moins 4 septièmes. Bon, 3, je fais apparaître le fameux dénominateur sur 1. J'ai 1 et 7. Comment avoir le même dénominateur? Évidemment, je vais multiplier le 1 par 7, donc le 3 aussi, et j'obtiens 21 septièmes moins 4 septièmes, ce qui va me donner le résultat final de 17 septièmes. D'ailleurs, imaginez si j'avais voulu dessiner, ça aurait été peut-être un petit peu délicat. Pas impossible, mais bon. Voilà, donc une fois qu'on s'est habitué à l'idée, ça va très vite. Un dernier exemple, 7 moins 1 cinquième plus 3 quarts. Alors, même chose, j'ai mon dénominateur 1, mais maintenant quand j'observe les trois dénominateurs, j'ai un 1, un 5 et un 4. Alors, j'ai eu plusieurs retours de personnes qui n'avaient pas bien compris cette idée. Alors, le 1, je pourrais le multiplier par 5 ou par 4, mais j'aurais le même dénominateur que l'une des deux autres fractions, mais ça ne réglerait pas le problème de ces deux-là. Comment faire pour celle qui est sur 5 et celle qui est sur 4? Et alors, je vais vous montrer la méthode, puisque je l'ai indiqué à plusieurs personnes en message privé. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous partez de chacun de ces deux dénominateurs, 5 et 4, et vous écrivez leur table de multiplication en parallèle. 5 fois 1, 5 fois 2, 5 fois 3, 4 fois 1, 4 fois 2, 4 fois 3, etc. Bon là, mon 1. Et en fait, au bout d'un moment, vous allez tomber sur le même résultat. Donc là, on a 5, 10, 15, 20, 25, etc. Alors que là, dans la table de 4, on a 4, 8, 12, 16, 20. Ah, vous voyez que je viens de tomber avec le 20 sur le même résultat. Et bien c'est ce résultat que je vais viser dans mes fractions pour le dénominateur. Donc par exemple, comment atteindre 20 quand on part de 5? Et bien c'est 5 fois 4. Donc je vais multiplier dans cette fraction par 4 les deux étages. Par contre, dans l'autre, pour atteindre 20, c'était en fait 4 fois 5. Donc l'autre, je dois multiplier par 5. En haut, en bas. Voilà. Voilà comment on s'en sort. Quand on n'a pas de solution plus simple, hein, bien sûr. Et donc, automatiquement, la première, puisque 5 fois 4, c'est 20, elle, je vais la multiplier par 20. Comme ça, je suis sûr d'avoir le même dénominateur pour les trois fractions. Ce qui me donne à l'arrivée ceci, que je vais évidemment fusionner comme d'habitude. Je vous laisse vérifier les détails du calcul. On arrive à 151 vingtièmes, qui ne peut pas être simplifié. Alors maintenant, grand 5, les problèmes concrets. Les fractions sont souvent associées à des grandeurs concrètes, on l'a déjà étudié dans le chapitre précédent. Ça peut être des tas de choses, et nous allons tout simplement étudier un exemple. Et dans cet exemple que vous voyez déjà à l'écran, on va en fait résoudre le problème deux fois, en utilisant toutes les approches qu'on a déjà étudiées jusqu'à présent sur les fractions. On en profite pour résumer tout ce qu'on a vu. Alors Aristobule possède 111 euros. Pourquoi pas, hein? Il dépense le tiers de son argent dans un premier magasin, puis les 2/5 dans un deuxième magasin. Combien lui reste-t-il? Alors la première façon que nous allons utiliser pour résoudre ce problème, c'est l'ancienne façon du chapitre précédent. On applique les fractions à la grandeur. Alors ici, la grandeur, c'est quoi dans ce problème? C'est les 111 euros que possède Aristobule. Alors, on y va. Dans le premier magasin, Aristobule dépense le tiers de son argent, donc le tiers de 111 euros. Donc en fait, on cherche à calculer un tiers de 111 euros. Alors ça, c'était le chapitre précédent, hein, donc je ne reviens pas dessus. D'abord, alors en fait, les deux ordres sont envisageables. On peut soit multiplier par 1 puis diviser par 3, soit diviser par 3 puis multiplier par 1.
Dans les deux cas, on trouve évidemment le même résultat. Donc il a dépensé 37 euros dans le premier magasin. Vous voyez, je calcule les grandeurs en fait, à chaque étape. Dans le deuxième magasin, il a dépensé les 2 cinquièmes de 111 euros. Bon, donc même méthode, 111 fois 2 divisé par 5 ou 111 divisé par 5 puis multiplié par 2, peu importe, je vous laisse vérifier. On tombe sur 44,40 euros. Même chose, je calcule la grandeur concernée. Et donc enfin, bilan, et je réponds à la question, combien lui reste-t-il? Il lui reste la différence entre ce qu'il avait au départ, 111, et tout ce qu'il a dépensé dans les magasins, c'est-à-dire la somme de 37 euros et 44,40 euros. Même chose, je vous laisse le soin de vérifier les calculs. On trouve à la fin un reste de... Alors ici on a 80,40 euros pour un reste final de 29,60 euros. Voilà cette première méthode. Alors on peut d'ailleurs en donner une version dessinée au passage, c'est toujours intéressant. Donc vous voyez que je représente finalement les 111 euros d'Aristobule par un rectangle. Alors évidemment, j'ai pas choisi le nombre de carreaux par hasard, vous allez comprendre pourquoi. J'imagine que les 111 euros, c'est ce rectangle tout entier. Et j'illustre, alors dans le premier magasin, il dépense un tiers. Bon un tiers, évidemment, vous voyez pourquoi j'ai pris 3 carreaux en largeur. Hein. Voilà ce qu'il dépense. Ça, c'est un tiers de 111 euros dans le premier magasin. Puis, il dépense les 2 cinquièmes dans le deuxième magasin. Alors, j'ai pris 5 carreaux en longueur parce que du coup, j'aurais tendance à me dire, voilà 2 cinquièmes. Mais vous voyez que si je fais ça, je recouvre 2 petits carreaux bleus qui avaient déjà été dépensés. Donc, je ne peux pas m'y prendre comme ça. Ces 2 petits carreaux, je vais les reporter sur le côté. Et donc, en fait, je vais obtenir plutôt le dessin suivant. Voilà ce qu'il a dépensé dans le deuxième magasin. Les 2 cinquièmes, c'était en fait 6 carreaux et je les ai répartis dans l'argent qui restait. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici le reste apparaître. Et donc ce reste, vous voyez qu'il est constitué de 4 carreaux, alors que l'ensemble du rectangle, les 111 euros, était constitué de 15 carreaux. Donc on pourrait se dire que ce reste, c'est 4 quinzièmes de ce qu'il avait au départ. Et bien c'est justement ce qu'on va découvrir dans la deuxième façon de résoudre le problème. Vous allez voir. Donc deuxième façon, on calcule au maximum sur les fractions. C'est-à-dire qu'on vient de voir des règles pour additionner et soustraire les fractions entre elles, on va les exploiter. Donc au lieu de calculer à chaque fois la somme d'argent dans chaque magasin, on va calculer en fractions la dépense cumulée sur les 2 premiers magasins. C'est-à-dire, dans le premier magasin, il a dépensé un tiers de son argent. Mais dans le deuxième, il a dépensé les 2 cinquièmes de son argent. Donc je vais additionner ces 2 fractions pour logiquement obtenir une fraction qui représentera l'ensemble de ses dépenses. Voilà l'idée. Alors, comme d'habitude, là je vais plus vite. Il faut obtenir le même dénominateur. Voilà. Ce qui me donne 5 quinzièmes plus 6 quinzièmes pour un total de 11 quinzièmes. Donc, l'ensemble de ses dépenses, c'est 11 quinzièmes de tout ce qu'il avait au départ, les 111 euros. Alors, je résiste à la tentation de calculer sur la grandeur 111 euros, je reste dans les fractions. Donc, j'aimerais retirer ces 11 quinzièmes à ce qu'il avait au départ, mais pas en euros, en fractions. Mais il avait quoi au départ? Puisque j'obtiens des quinzièmes, je vais très logiquement penser en quinzièmes. Qu'est-ce qu'il avait au départ? Il avait toute sa richesse, c'est-à-dire 15 quinzièmes. L'ensemble de ce qu'il possédait en quinzièmes, c'est tous les quinzièmes, donc 15 quinzièmes. Et à cette richesse de départ, je vais retirer ce qu'il a dépensé pour voir ce qui lui reste.
Donc je retire 11/15, je me